En 2025, Katy Perry ne fait plus rêver. On lui reproche de flotter dans l'espace pendant que le monde brûle, de chanter un hymne se voulant féministe en collaborant avec Dr Luke, et pour couronner le tout, son dernier album en date est un échec commercial. Sa tournée mondiale vient à peine de commencer et déjà, les images qui circulent sont moquées, critiquées, détournées. Alimentant encore un peu plus le torrent de haine qu'elle subit déjà depuis un bon moment. Katy Perry le dit elle-même, elle est devenue une piñata humaine, une pop star sur laquelle on s'acharne, et j'ai cette impression que c'est presque devenu tendance de détester Katy Perry. Elle qui à l'époque enchaînait les numéros 1 avec une facilité déconcertante est aujourd'hui accusée d'être datée, malhonnête, irresponsable, problématique, voire gênante. Je me suis donc posé plusieurs questions. Est-ce que Katy Perry a réellement saboté sa propre carrière? Et surtout, comment la pop star la plus fun de la planète est-elle devenue l'icône d'une génération qu'elle ne semble plus comprendre aujourd'hui? Cet épisode s'appelle Katy Perry, Anatomie d'une chute, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Popsley, je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de Katy Perry. Katy Perry qui prend cher en ce moment. J'avais envie qu'on remonte le fil afin de comprendre pourquoi une artiste autrefois adorée a fini par incarner malgré elle tout ce que la pop culture veut rejeter aujourd'hui. Alors était-ce inévitable? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Et petit disclaimer, cette vidéo ce n'est pas un énième bashing sur Katy Perry, ce n'est pas un procès à charge. C'est plus complexe que ça puisque dans un sens je l'aime toujours, d'une certaine façon, en tout cas son répertoire. Mais voilà, il faut être aussi lucide. Et depuis quelques années, force est de constater qu'il y a quelque chose qui ne colle plus. Une succession de mauvais choix de carrière, des prises de parole qui semblent totalement déconnectées de la réalité, des polémiques qui s'enchaînent et surtout une image qui s'effrite. C'est cette chute, c'est cette descente qui m'interroge, et c'est délicat parce que dans un sens, je trouve que tout le harcèlement qu'elle subit et toute la haine qu'elle reçoit en pleine face me paraît complètement disproportionné. Parce que je me dis toujours qu'il y a un humain derrière. Mais d'un côté, les critiques, quand il s'agit de critiques et non pas de harcèlement de masse, je les trouve justifiées. Alors comment passe-t-on du sommet absolu à cette forme de rejet quasi collectif? Est-ce qu'elle est mal entourée? Est-ce qu'elle s'est perdue? Parce qu'en réalité, je trouve que cette chute-là, elle ne ressemble à aucune autre. Et je vous avoue que c'est loin de me faire plaisir de voir tout ça, dans le sens où Katy Perry, ça a été une partie de la BO de ma vie, de mon adolescence à ma vie de jeune adulte. Et même si le sujet de cette vidéo est très complexe, je le trouve aussi très intéressant parce que ça nous fait aussi poser cette question: qu'est-ce qu'on attend d'une pop star en 2025 dans un monde où tout semble s'écrouler? Bref, ça va pas forcément être très joyeux, mais on va y arriver. Donc trigger warning avant de commencer cette vidéo, puisque cet épisode va aborder des sujets qui peuvent être sensibles pour vous qui me regardez, que ce soit la haine en ligne, le harcèlement ou encore la dépression. Et vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un long moment, je parle souvent de santé mentale dans mes contenus, que ce soit sur mes réseaux sociaux mais aussi sur YouTube. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui me touche profondément, dans lequel j'essaie de m'engager le plus possible dès que je le peux, et donc je suis très content que la vidéo du jour soit sponsorisée par BetterHelp. J'en ai toujours parlé très librement sur mes réseaux sociaux, j'ai déjà traversé des épisodes de stress post-traumatique et de dépression. Je vis toujours avec de l'anxiété, je l'ai accepté, c'est comme ça, mais en tout cas elle s'est nettement affaissée depuis plusieurs années, et ce depuis ma prise en charge avec un psychologue et notamment par un suivi médical. Personnellement, j'ai fait une TCC, une thérapie cognitive comportementale. Je sais pas si vous connaissez. Pendant plusieurs années, j'ai fait aussi de l'EMDR et j'ai toujours mon suivi avec mon psy. Donc quand BetterHelp m'a proposé de collaborer ensemble, j'ai tout de suite accepté parce que c'est un sujet qui me touche, qui me parle, mais aussi parce que leur fonctionnement est très intéressant. Je vais vous montrer comment tout cela fonctionne, et ce que j'adore déjà, c'est que tout se passe en ligne. Vous remplissez un questionnaire ultra détaillé pour définir quels sont vos besoins. Et donc ensuite, vous êtes mis en contact avec un thérapeute français qui est expérimenté et qui est enregistré à l'ARS. Et ensuite, vous pouvez faire vos séances en visio, en téléphone ou même par message. C'est vous qui choisissez le format qui vous convient le mieux et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et si jamais le premier thérapeute ne vous convient pas, ce qui peut totalement arriver, surtout au début, vous pouvez changer très facilement. C'est très simple, c'est rapide et vous n'avez pas besoin d'attendre des semaines pour avoir un rendez-vous. Donc si jamais tu traverses une période difficile ou bien tout simplement si tu penses que parler à un pro pourrait t'aider, je pense sincèrement que BetterHelp pourrait être une bonne option. À vrai dire les amis, il n'est jamais trop tard pour commencer une thérapie, ça fait le plus grand bien. Donc si jamais vous pensez avoir besoin d'aide, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir 10% de réduction sur votre premier mois pour commencer votre thérapie, parce que je sais aussi que l'argent peut être un frein parfois avant de commencer quelque chose comme ça. Prenez soin de vous et de vos proches et merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé cet épisode. Retournons au sujet principal les amis, Katy Perry. Parce qu'avant de devenir la cible à abattre sur les réseaux sociaux, Katy Perry c'était plus qu'une reine, c'était plus qu'un phénomène, c'était une machine de guerre, c'était une machine à tube. En 2008, rappelez-vous, elle explose avec I Kissed a Girl. Et ce n'est que le début en fait, puisqu'elle enchaîne rapidement avec Hot and Cold, Waking Up in Vegas, et surtout en 2010, elle nous sort la bible de la pop acidulée, Teenage Dream. Et là, c'est juste la consécration. 5 singles issus de cet album seront numéro 1 aux États-Unis. Seul Michael Jackson avait fait ça avant elle, et seule Katy Perry l'a fait dans l'ère digitale. À l'époque, elle s'entoure des plus grands, Dr Luke, Max Martin, Benny Blanco, mais aussi Ryan Tedder, Greg Kurstin, Esther Dean, The Dream, Tricky Stewart, les cerveaux derrière Umbrella ou Single Ladies. Bref, Katy Perry vise haut et elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur avec ce deuxième album.
Et à vrai dire, elle a complètement réussi. Elle a même surpassé les attentes. Je me rappelle le jour où California Girls est sorti, le raz-de-marée qui a suivi était évident. Enfin, pour moi, avec cet album, elle avait juste tout compris. Alors certes, il y a California Girls, mais il y a aussi Firework, E.T., Last Friday Night, des chansons pop devenues emblématiques, presque cultes. Elle était indéniablement l'une des voix de la génération 2010. Sa musique est pop, fun, colorée, parfois kitsch, mais en réalité, on adore ça et surtout, elle le fait très bien. Et je trouve qu'elle symbolise aussi une époque où tout semblait possible. Parce que pour moi, la force de Katy Perry à cette période-là, c'est son univers visuel. Elle a réussi à créer un imaginaire qui parle aux jeunes, mais qui reste ancré profondément dans la culture pop. Face à ses consoeurs, Katy Perry n'a peut-être pas les plus grandes capacités vocales, ni le niveau d'une danseuse professionnelle, mais à cette époque, je suis désolé, mais elle a toujours su créer la magie. Des tubes à l'appel, un univers visuel fort et une connexion sincère aussi avec ses fans. Elle faisait rêver toute une génération. Pour moi, Teenage Dream était l'une des meilleures chansons pop de la décennie 2010. Pendant des années, Katy Perry semblait juste intouchable. Elle incarnait une pop acidulée, cartoonesque, positive mais à la fois fédératrice. Alors certes, elle était beaucoup moins dark qu'une Gaga, et peut-être beaucoup moins sacrée qu'une Beyoncé, mais tout aussi puissante. À cette époque, elle rivalise avec les plus grandes, et surtout parfois elle les dépasse. Et si les albums One of the Boys et Teenage Dream ont fait d'elle une star planétaire, je trouve que l'ère Prism en 2013 a confirmé que tout ça n'était pas simplement un coup de chance. En 2013, Katy Perry revient avec l'énorme Roar, un hymne à la résilience version pop, un peu comme ce qu'elle avait pu faire avec Firework, et c'est juste un immense succès. D'ailleurs, Roar, c'est plus de 4 milliards de vues sur YouTube, c'est juste énormissime, c'est le clip le plus vu de toute sa carrière. Puis vient Dark Horse, une fusion inattendue avec Juicy J, qui devient un de ses plus gros tubes mondiaux. Pour un titre personnel, j'aurais préféré que ce soit Walking on Air qui subisse ce même sort, mais il faut avouer que Dark Horse reste une énorme bombe. C'est un album assez éclectique en réalité, j'ai le tracklist là sous les yeux, parce que d'un côté on a des titres pop très accrocheurs comme un Roar ou un This Is How We Do par exemple, et de l'autre côté on a l'autre moitié de l'album beaucoup plus aérienne, beaucoup plus introspective. Choose Your Battle, Spirituals sont clairement mes préférés de l'album, et j'aimerais beaucoup qu'elle explore davantage ce genre de sonorité, avec une touche peut-être un peu plus expérimentale, je pense vraiment que ça lui irait à merveille. Bref, en 2013, Katy Perry n'est plus simplement une pop star, comme je vous disais en intro, c'est une machine de guerre. Elle est partout et surtout on se dit que son règne est fait pour durer. En 2015, pour moi, elle atteint le sommet ultime, qui est le Super Bowl. Alors on en a déjà parlé en vidéo, mais juste rappelez-vous de cette entrée fracassante sur ce lion géant. Ce soir-là, elle enchaîne tous ses tubes et c'est aussi à ce moment-là qu'on se rend compte que Katy Perry, c'est quand même un poussé de répertoire. La prestation est grandiose, il y a un peu de kitsch, mais ça reste ultra maîtrisé. Plus de 120 millions de téléspectateurs, c'est l'une des performances les plus regardées de l'histoire, et ce soir-là, Katy Perry entre dans la légende. Mais ce que personne ne voit venir, c'est que Prism, l'ère Prism, est en réalité le dernier pic avant la chute. Et pour moi, les premiers vrais signaux d'alerte remontent à 2017. En 2017, Katy Perry est censée revenir en force avec un nouvel album qui s'appelle Witness, mais dès les premières paroles, pour le grand public, il y a quelque chose qui cloche. Je vous l'avais déjà expliqué en vidéo, mais c'est vrai qu'à l'aube de la sortie de Witness, Katy Perry tente un virage un peu plus politique, plus engagé, plus conscient. On sent qu'elle cherche à se réinventer et franchement c'est tout à son honneur puisque c'est vrai que l'univers acidulé pop bubblegum ne pouvait pas durer éternellement. Il fallait bien un tournant et c'est vrai que ça passe aussi par un nouveau projet et également par une nouvelle coupe de cheveux. On y reviendra. Mais dès le départ, dans la plupart des gros médias et chez le grand public, c'est vrai qu'il y a une incompréhension, il y a quelque chose qui se heurte. Pourtant le premier single de l'album, Chained to the Rhythm, était selon moi juste le lead single parfait. Le
pas juste un morceau pop comme les autres, c'est vrai que c'est un titre beaucoup plus engagé, qui a une portée politique, une chanson qui critique la société moderne dans laquelle on vit et l'indifférence collective face aux injustices. En fait, dans cette chanson, elle dénonce cette espèce de bulle dans laquelle beaucoup vivent, bien au chaud, dans leur confort, sans vraiment vouloir affronter la réalité ni même agir. Et à travers la métaphore de la fête, elle pointe du doigt directement une population passive qui suit les normes sans vraiment se poser de questions. Et c'est vrai que la chanson sort aussi à un moment très fort politiquement aux États-Unis, 3 semaines seulement avant l'investiture de Donald Trump. Katy Perry, on le sait, elle avait soutenu Hillary Clinton et avait même participé activement à sa campagne. Donc c'est difficile avec cette chanson de ne pas y voir une forme d'alerte. Katy Perry semble redouter qu'une partie du peuple soit déjà trop anesthésiée pour réagir et pour se lever contre le danger qui semble s'annoncer. Bref, j'adore cette chanson, j'adore ce clip, c'est du pur Katy Perry. Je trouve que ça marche trop bien. J'aime beaucoup d'ailleurs la fin de la vidéo où on voit Katy Perry courir inlassablement dans cette roue à hamster, comme si elle était piégée dans cette routine qui est absurde, et ce dernier regard qui dit tout, comme si elle réalisait que tout ça, cette course effrénée, ce monde ultra formaté ne mène nulle part. Je me permets d'approfondir volontairement sur Chained to the Rhythm, car je pense aussi que c'est important de rappeler ce qu'elle a voulu présenter au monde à cette période-là, et d'en faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais aussi et surtout parce qu'au moment où paraît Witness, l'album dont est issu Chained to the Rhythm, on lui reproche soudain de se prendre trop au sérieux. Elle avait même changé sa bio sur Twitter pour une trilogie artiste, activiste, conscious, une bio qui avait été jugée prétentieuse. Donc Katy Perry est-elle vraiment conscious à l'ère actuelle? L'a-t-elle déjà vraiment été, ou bien était-ce purement marketing? Ce qui choque également à cette période, ce n'est pas nécessairement que le fond, c'est aussi la forme. Je pense également à sa coupe de cheveux, sa coupe courte qui avait déclenché juste une vague de haine complètement gratuite. Des commentaires que j'ai toujours trouvé injustes. En soi, on s'en tape de sa coupe de cheveux, enfin, elle fait ce qu'elle veut, non? Comme si ce changement capillaire dérangeait profondément parce qu'il bousculait l'image qu'on s'était faite d'elle. Et comme je vous disais, de l'autre côté, eh bien, vous avez certains qui l'accusent de jouer à l'activiste sans réelle profondeur, comme si son engagement n'était qu'une posture finalement. Et surtout, je pense que ça n'a pas aidé que Bon Appétit soit le single suivant. Finalement, le message politique qu'elle avait amorcé devient un peu plus flou, et en fait, on a l'impression que l'album perd directement en cohérence. Cette performance de Saturday Night Live avec les Migos est vraiment venue enfoncer le clou. Pour faire un petit topo rapide là-dessus, en gros, Katy Perry avait invité des drag queens pour performer Swish Swish, puis enchaîné avec Bon Appétit, entouré des Migos avec qui elle partage la chanson. Et vous avez des rumeurs qui ont éclaté après l'émission. En fait, certains avaient accusé Migos d'avoir refusé de partager la scène avec des drag queens, pour leur image. Alors même si plusieurs queens présentes ce soir-là ont démenti l'info, la polémique a quand même enflé. Résultat, l'instant se transforme en un moment gênant. On le voit sur cette performance, Katy Perry n'est absolument pas à l'aise. On voit qu'elle, tant bien que mal, qu'elle essaye de garder le masque, mais elle me fait un peu de peine sur cette performance-là. Je pense que Katy Perry était partie avec de bonnes intentions avec cette performance, mais elle s'est retrouvée moquée, et surtout elle devient virale, mais pour les mauvaises raisons. Résultat, Witness est le premier vrai flop de sa carrière, j'entends à son échelle, et c'est dommage, parce que cet album, Witness, je pense qu'il avait beaucoup plus à offrir. Les critiques fusent, les ventes de l'album sont décevantes face à ses précédents projets, même ses clips, autrefois des événements, ne font plus autant l'unanimité. Alors certains de ses fans apprécient sa tentative d'évolution, mais beaucoup la trouvent cringe, déconnectée, comme si elle jouait à l'artiste engagé sans avoir de vraie profondeur. Et je me rappelle aussi de ce live stream, je sais pas si vous vous souvenez, un live stream qu'elle avait organisé pour la sortie de l'album, un concept pour le moins radical, vivre 96 heures en live stream sur YouTube, filmé en continu avec plein de caméras dans la maison. Et c'était un peu un moment de transparence extrême pour censé peut-être casser l'image trop contrôlée de la pop star. Et à l'écran, on découvre autre chose, une femme fragile, en quête de sens, qui finit aussi par craquer face caméra. Et je crois que c'est l'un des moments les plus marquants de cette émission. Parce que je vais être honnête avec vous, quand j'ai vu Katy Perry dans ce live stream là, je crois que ça s'appelait Witness Worldwide, et qu'elle était en larmes, assise face à son psy, à son thérapeute, en train de parler de sa souffrance, de ses pensées les plus sombres, de son divorce, de sa solitude, et du décalage qu'il y existe entre qui elle est vraiment, donc Catherine, et le personnage de scène qui est Katy Perry, j'ai eu un petit pincement au cœur. Parce que comme je vous disais en début de vidéo, comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai grandi avec Katy Perry. Et quand j'entends son nom, j'ai un réflexe de tendresse qui me vient à l'esprit, je pense que c'est normal. Je vous cache pas que lorsque je l'ai rencontrée l'an dernier, j'étais vraiment heureux. Parce que Katy Perry, ça reste quand même une figure pop majeure de ces dernières décennies. Donc voir cette lumière vaciller, voir ce personnage public qu'on pensait inébranlable se fissurer à ce point, ça m'a touché parce que en 2017, on parlait déjà de la chute d'une pop star, mais je trouve qu'on oubliait aussi l'humain qu'il y avait derrière. Mais aujourd'hui, quand je regarde ses dernières prises de parole,
c'est l'incompréhension qui prend le dessus. En fait, depuis 2017, j'ai l'impression que Katy Perry est une pop star qui ne fait plus autant rêver. Et surtout dans la dimension musicale, bien que Katy Perry soit à l'aise sur tous les genres, elle nous l'a déjà prouvé à de maintes reprises, je trouve qu'elle n'a pas su réellement se renouveler auprès du grand public. Alors que pendant ce temps-là, vous avez d'autres de ses consoeurs que je ne vais pas citer, parce que j'ai pas envie de créer de Stan Wars et de comparaison, mais vous avez d'autres pop stars qui ont réussi à transcender les formats, à se renouveler, à aller sur d'autres terrains, à prendre des risques. Mais Katy Perry, de son côté, semble rester bloquée. Et dans une industrie qui vend du rêve, de l'exception, de la transcendance, je pense que c'est ça, en fait, le plus grand drame de Katy Perry, c'est de ne plus faire partie du rêve collectif. Aussi, en 2018, Katy Perry a rejoint le jury d'American Idol. Alors, avec cette surexposition viennent également les polémiques, des réactions de sa part jugées lourdes, déplacées, et puis il y a ce moment qui fait particulièrement mal où un jeune candidat passe son audition et donc Katy Perry l'embrasse par surprise à la télévision sans lui demander. Je pense que American Idol aurait pu renforcer son image, mais au lieu de ça, l'émission l'a un peu banalisée, je pense. Et pour une artiste qui avait bâti toute sa carrière sur le fantasme, le spectaculaire, l'icône, ça a peut-être été, à mon sens, un des points de rupture. Puis en 2020, Katy Perry tente un comeback avec l'album Smile, et pour moi cet album était censé tout recoller. Recoller les morceaux après Witness, effacer les polémiques, et en fait Smile aurait pu marquer sa renaissance, mais il est devenu, je pense, son album le plus incompris. Je pense même que l'album n'a pas forcément été conçu comme une bouée de sauvetage pour renouer avec le succès et faire taire les critiques, mais plus un album qu'elle a fait pour elle. Pour moi, Smile ne visait pas la première place, il visait plutôt la reconstruction intérieure. Après l'échec de Witness, après les polémiques, après une période de dépression sévère dont elle avait parlé, elle se reconstruit en fait avec cet album. Elle tombe enceinte, elle affronte également une pandémie mondiale, et pourtant, malgré tout ça, Katy Perry trouve la force de revenir avec le message suivant: je souris encore. Smile. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Bon, à titre personnel, le premier single de l'album, Daisies, m'a beaucoup séduit. J'aime beaucoup cette chanson. Et on sent que quelque chose cloche, il manque cette étincelle. Katy Perry veut inspirer, mais le titre finalement passe presque inaperçu. Mais encore une fois, malgré son flop, je trouve que ça reste une des chansons les plus intéressantes de Katy Perry des années 2020. Et à vrai dire, j'aurais adoré que Smile aille à fond dans cette direction, un album entier dans la veine de Daisies, plus brut, plus acoustique, plus vulnérable. Même si ça avait été un succès plus confidentiel, hein, franchement, peu importe, je pense que ça aurait redonné à Katy Perry une crédibilité artistique, une sincérité que le public lui réclame. En fait, avec cet album, on a l'impression qu'elle reste coincée entre deux mondes. Celui qu'elle avait dominé dans les années 2010 et celui auquel elle ne s'est jamais vraiment adaptée. Elle enchaîne avec la chanson Smile, un morceau pop aux sonorités un peu old school, presque cartoon. Avec cette chanson, à titre personnel, encore une fois c'est purement subjectif, mais avec ce titre, elle m'a perdu. Ce titre, je l'ai toujours trouvé irritant, daté, trop décevant après Daisies. Aussi, je trouve que la pochette de l'album en dit long. C'est un peu le personnage du clown triste. Smile, ok, mais ce sourire, il est un peu triste, il est presque forcé parfois. À cette période, j'ai l'impression que Katy Perry, c'est ce clown triste qui sourit même quand tout s'effondre en coulisses. Alors il y a bien sûr Never Really Over, sans doute le meilleur titre du projet, sorti un an avant l'album. Pour moi, c'est une vraie perle, pour le coup, avec un vrai refrain addictif, une vraie émotion, une vraie nostalgie qui fonctionne. Holidays in Hawaii aussi, qui sauvera aussi les meubles grâce à la traîne sur TikTok. Bref, c'est des titres qui fonctionnent plutôt bien, mais ils n'ont pas suffi pour porter l'album. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi ça ne prend plus ? Katy Perry tente de raviver la flamme, mais l'époque a changé, le monde entier vient d'entrer dans une pandémie. En face, vous avez une Taylor Swift qui dévoile ses journaux intimes version folklore, Dua Lipa qui ramène les années 80 avec une certaine grâce, une certaine modernité sur Future Nostalgia, et Katy Perry revient grimée en clown. Le tout sonne un peu creux pour le public, et je pense que le contraste est cruel, hein, parce que Smile a des deep cuts que je trouve très intéressant. Smile, c'est un peu ça, c'est cet album hybride entre la catharsis et la comédie. Katy Perry rigole, mais ses yeux disent autre chose. Elle s'adresse aussi à ses haters, à ses doutes, à ses propres démons. Elle parle d'amour, de burn-out, de transformation. Alors même si l'intention est belle et admirable, je trouve que l'exécution parfois laisse
un peu perplexe. Je peux pas m'empêcher d'avoir de la tendresse pour Smile parce que pour moi c'est un album très personnel, fragile, qui est certes imparfait, et même si cet album n'a pas été un comeback triomphal, qu'il a été un peu maladroit, je pense qu'il était sincère et qu'elle s'orientait vers quelque chose de beaucoup plus humain. C'est peut-être ça aussi, hein, la force de cet album, c'est pas de prétendre qu'elle est revenue au sommet des charts, mais de montrer qu'elle est tout simplement encore debout. Bref, on va parler de choses beaucoup plus compliquées maintenant, puisque nous passons désormais à One for Free, qui est pour moi un peu l'album de... Comment dire ? Peut-être l'album de la déconnexion. Ouais, je dirais ça, l'album de la déconnexion totale. Parce qu'on est en 2024, son album est très attendu, 7 ans après Witness, 4 ans après Smile, Katy Perry annonçait enfin son grand comeback. Bon, le titre, One for Free, une référence old school au code I Love You. Et je me rappelle, dès que le teasing a commencé sur les réseaux sociaux, le public ne suit pas, on dit de Katy Perry qu'elle cherche désespérément à rajeunir son image. Tout le monde dit que c'est plat, que c'est générique. On se demande où est passée la Katy Perry qu'on aimait tant. Musicalement, je vous laisse faire votre propre avis. Mais au-delà de ça, il y a surtout une décision qui va faire l'effet d'une bombe. C'est vraiment ce qui va faire exploser la machine. En réalité, c'est ce choix. Un choix que beaucoup jugeront incompréhensible. Katy Perry collabore à nouveau avec Dr. Luke. Et là, ce n'est plus juste une histoire de musique. C'est son image de femme forte, de pop star inspirante qui commence vraiment à vaciller, puisqu'on se dit, mais comment peut-elle chanter l'acceptation de soi, la résilience, le féminisme, tout en travaillant avec une figure si controversée? Comment continuer à incarner ce girl power, je parle évidemment de la sortie de Woman's World, le premier single de l'album, en ignorant les luttes portées par une partie de son propre public, quoi. Parce que c'est vrai que pour comprendre la chute de l'aura de Katy Perry, il faut s'arrêter sur un nom, celui de Dr. Luke, de son vrai nom Lucas Gottwald, un producteur star qui a façonné la pop des années 2000 et 2010. Il est derrière Since You've Been Gone de Kelly Clarkson, Girlfriend d'Avril Lavigne, Circus de Britney Spears et plein d'autres, et surtout la majorité des plus grands tubes de Teenage Dream de Katy Perry. Autant dire que c'est une pièce maîtresse de son succès, artistiquement parlant, musicalement parlant. En 2014, tout s'effondre pour Dr. Luke, puisque vous le savez, Kesha l'accuse de viol, de harcèlement sexuel et de manipulation psychologique. Une plainte est déposée, l'affaire devient publique, le choc est immense, et c'est un séisme dans l'industrie musicale, car ce n'est pas juste un clash d'artiste à producteur. Kesha devient à elle seule l'un des visages du mouvement MeToo dans la musique. Et c'est là que le parcours de Katy Perry devient incompréhensible pour beaucoup. Pour ma part, ça me paraissait tellement tiré par les cheveux qu'elle recollabore avec 7 personnes sur un single qui prône le féminisme, et je me suis dit c'est pas possible, je pense qu'elle n'a pas eu le choix. Donc j'ai pas voulu directement lui jeter la pierre parce que je pense qu'il y a évidemment d'autres personnes à blâmer. Donc j'attendais aussi une prise de parole par rapport à ça. Parce que encore l'année dernière, la polémique était loin d'être éteinte avec Dr. Luke, et donc coproduire un nouvel album avec lui, Katy Perry donne l'impression d'être aveugle ou pire, d'être indifférente. En restant silencieuse sur ça, ça crée de l'incompréhension, et l'incompréhension crée du rejet. Donc Katy Perry, qui autrefois était l'allié des outsiders, la pop star queer-friendly, girl power, libre, colorée, et semble aujourd'hui à côté de son époque. Et encore une fois, ce n'est plus simplement question de musique, c'est vraiment son positionnement, ses valeurs, sa vision du monde, et c'est vrai que dans une industrie où l'image représente tout, et où les artistes sont scrutés dans leur acte autant que dans leurs mots, continuer à collaborer avec ce mec, ce n'était pas juste un mauvais choix de producteur, c'est pour moi une vraie erreur stratégique qui est majeure et qui entache durablement sa crédibilité. Honnêtement, je pense et j'espère sincèrement qu'un jour, peut-être dans plusieurs années, on aura de vraies explications sur cette situation. D'ailleurs, après des mois de silence, Katy Perry avait quand même fini par s'expliquer à demi-mot sur le plateau de Call Her Daddy, le podcast, une tentative de justification qui ne convainc pas tout le monde, clairement. Dans l'album One for Free, Katy Perry parle d'empowerment, elle insiste, aujourd'hui elle se sent forte, elle se sent femme, elle se sent mère, elle se sent épanouie, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est pourquoi en 2024, elle a ressenti le besoin de revenir à ce producteur précis, celui qui incarne pour beaucoup le pouvoir toxique de l'industrie musicale. Aussi, dans l'industrie musicale, on parle souvent des artistes, parce que c'est eux qui sont sur le devant de la scène, mais rarement de ceux qui tirent les ficelles en backstage. Et dans le cas de ce nouvel album, One for Free, il y a un homme qui est sorti du silence récemment pour assumer son rôle, c'est Chris Anokute, son manager A&R. C'est lui, dans une interview accordée au podcast de Manager's Playbook, qui prend la responsabilité pleine et entière de la collaboration avec Dr. Luke. We came out the gate a little shaky. I think there was some backlash for her reuniting with Dr. Luke, which was my desire and my recommendation for her to go back in the studio with Luke. Okay. Because Luke is a dear friend. Okay. And, all the stuff he was accused of is actually not true.
So I just thought like it was a good time to reunite them after 10 years of not working together. And every single he's ever done for her was number one. And the press just didn't react favorably. And they basically tried to assassinate him and her. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que le monde a changé depuis. Il oublie de dire que Dr. Luke est au cœur d'une affaire qui a bouleversé l'industrie musicale, que c'est une affaire qui a poussé beaucoup d'artistes à couper les ponts, à prendre position. C'est aussi une affaire qui a été l'un des catalyseurs du MeToo musical. Alors même si collaborer avec Dr. Luke n'était pas l'idée de Katy Perry à la base, elle semble quand même l'avoir entre guillemets validée, puisque dans le podcast Call Her Daddy, elle dit ceci, je la cite: « Je comprends que ça ait lancé beaucoup de conversations, mais la vérité c'est que ces chansons viennent de moi, ce sont mes expériences, il n'était qu'un facilitateur parmi tant d'autres. » Là encore, elle ne prononce pas son nom. J'ai l'impression qu'elle reste quand même assez floue là-dessus. Et encore une fois, là, on touche à quelque chose de beaucoup plus profond que la musique, puisque ce n'est plus une question de choix artistique ou de nostalgie, c'est vraiment une question de responsabilité. Et je trouve que Katy Perry installe un flou qui est constant. Au lieu d'un comeback puissant et aligné avec son époque, on assiste à un retour embourbé dans le passé, un retour dirigé non pas par la vision d'une artiste, mais par la volonté d'un entourage qui semble totalement déconnecté, voire aveugle, aux luttes actuelles. Donc tout ça a évidemment desservi l'album qui, comme je le disais, hors sol, et c'est une parfaite transition pour parler de ce voyage dans l'espace, puisque Katy Perry a été une star hors sol, mais au sens propre. Récemment, alors que tout le monde s'attendait à un vrai renouveau artistique, Katy Perry a surpris, mais pas forcément comme on l'espérait, puisqu'elle avait annoncé décoller bientôt dans l'espace, littéralement. Une mission Blue Origin organisée par la société de Jeff Bezos, une capsule spatiale 100% féminine. Alors vous avez tous vu les photos d'elle en combinaison bleue, elle est rayonnante, elle a le casque sous le bras, elle joue le jeu à fond, c'était un rêve d'enfant pour elle, elle voulait voir la Terre d'en haut. Mais sur Terre, personne n'avait vraiment envie de rêver avec elle. Les critiques s'enchaînent, je cite: « Tu fuis la planète pendant qu'elle crame, encore une riche déconnectée, c'est ça ton woman's world ?» Parce qu'en pleine crise climatique, économique et sociale, ce vol spatial devient pour beaucoup un symbole, celui d'une pop star, comme je le disais, hors sol, totalement déconnectée, littéralement comme figurativement. Bon, le vol n'a duré que 11 minutes. Ça paraît complètement fucked up de faire passer ce projet comme quelque chose de féministe qui va entrer dans l'histoire. Je comprends l'idée, hein, et je crois même qu'en réalité, il y a eu d'autres femmes qui sont allées dans l'espace, mais bon, là n'est pas le sujet. Mais c'est juste que c'est une catastrophe écologique, ce voyage. Et forcément, ça n'amène rien de bon. La critique est là et je la trouve justifiée. La tempête médiatique qu'elle subit actuellement est vraiment hardcore. Je précise, hein, je suis pour la critique, je suis contre évidemment le harcèlement en ligne. Face à tout ce torrent de haine, Katy Perry a pris la parole et a dit ceci, je cite: « Je vais bien, j'ai appris à savoir qui je suis, et quand le monde en ligne essaye de faire de moi une piñata humaine, je prends ça avec grâce. » Elle explique qu'Internet est devenu un défouloir pour des âmes déséquilibrées et non guéries, une manière de répondre qui passe aussi comme un refus de pas forcément se remettre en question. Et pendant que certains fans se cotisent pour lui offrir un billboard plein d'amour à Times Square, vous avez d'autres internautes qui, eux, continuent de la moquer, de détourner ses performances de la tournée en cours, de la transformer en mème ambulant. Bref, Katy Perry divise, elle agace, elle questionne, et je pense que son voyage dans l'espace n'a pas vraiment été une élévation, c'était un décollage sans retour pour moi. Mais certaines réactions, notamment médiatiques, ou même d'autres haters, semblent beaucoup plus vicieuses que ça. On déteste plus forcément Katy Perry pour ce que je viens de vous citer, on déteste Katy Perry parce que c'est tendance de détester Katy Perry. Et ce que ça révèle, tout ça, c'est un climat bien plus large, celui d'un acharnement collectif, en fait, presque ritualisé sur Katy Perry. Je ne sais pas quelle tournure va prendre sa tournée mondiale qui est en cours, parce que les critiques sont loin d'être tendres sur les réseaux, je pense que vous avez tous vu les images. Beaucoup moquent la rigidité de ses mouvements, certains parlent d'une scénographie qui serait cheap, d'une énergie qui semble absente. Beaucoup disent de Katy Perry qu'elle est goofy, mais en fait Katy Perry l'a toujours été. Je me rappelle du Prismatic World Tour, c'était déjà un peu dans cette ambiance-là, très cartoonesque, très kitsch, mais un kitsch qui est assumé et qui était efficace. Ou même de sa résidence à Vegas, rappelez-vous de ce qui sortait des toilettes géants sur scène. Tout ça n'est pas nouveau dans l'univers de Katy Perry, donc j'ai du mal avec ces critiques qui visent un peu ce côté goofy et cartoonesque de Katy Perry, puisque ça a toujours été intrinsèque à ce qu'elle est en fait en tant que pop star. Mais c'est vrai que tout ça arrive déjà dans un contexte hyper tendu, puisque son voyage dans l'espace était quelques semaines avant le début de la tournée. Il y a aussi, j'ai l'impression, un certain plaisir malsain pour certaines personnes de voir quelqu'un qu'on a adulé tomber comme ça en direct devant le monde entier. Alors certes, je ne comprends pas du tout ces choix artistiques récents, je ne comprendrai jamais ce retour avec Dr. Luke. On ne saura peut-être jamais la vérité. Est-ce qu'elle a été forcée en coulisses ou est-ce un choix assumé? Est-ce une forme de loyauté, d'aveuglement ou juste d'indifférence? Que je n'espère pas. Une autre question majeure, c'est est-ce que Katy Perry peut-elle revenir au top? En vrai, dans l'histoire de la pop, certaines pop stars ont réussi à renaître de leurs cendres, à se remettre d'une énorme polémique. Pour d'autres, ça a été fatal et en ont payé le prix. On l'a vu dans cette vidéo, Katy Perry a multiplié les comebacks sans jamais vraiment toucher juste. Et peut-être qu'il est temps pour elle et son équipe de se poser une question simple mais fondamentale.
qu'est-ce que j'ai envie de dire en tant qu'artiste aujourd'hui? Parce que c'est peut-être ça le vrai défi pour Katy Perry aujourd'hui, ce n'est pas de revenir au sommet, mais de redescendre sur Terre, de se reconnecter sincèrement à la réalité de son époque, à ceux qui l'ont toujours soutenue. Elle n'a pas forcément besoin de changer d'image, mais plutôt de changer de vision et de regard, d'ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure, sur les attentes du public, peut-être aussi de mieux s'entourer pour faire les bons choix. Katy Perry a tenté de s'expliquer, certes maladroitement, ce n'était peut-être pas convaincant, mais ce qui compte désormais, c'est ce qu'elle fera ensuite, et je pense qu'on est beaucoup à l'attendre au tournant. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Alors ça a été un sujet un peu complexe pour moi, un peu délicat, un peu touchy à aborder, parce que c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses à travers ce sujet-là, et encore une fois, ça me fait pas forcément plaisir, parce que j'associais beaucoup Katy Perry à une certaine nostalgie, et c'est vrai que toute cette situation vient se heurter à cette nostalgie-là, mais d'un côté, j'espère que Katy Perry ouvrira les yeux, j'espère qu'elle nous donnera peut-être de futures explications, peut-être que j'idéalise trop la chose et que ça n'arrivera jamais, mais toujours est-il que ça a été intéressant pour moi de me plonger dans ce sujet-là, donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi un peu ce que vous pensez de toute cette situation. Je serais curieux aussi d'avoir le retour de vrais fans de Katy Perry pour voir un peu quelles sont leurs réactions face à tout ça. Bref, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver en vidéo. Sachez également que je travaille activement sur le lancement d'un nouveau projet vidéo sur YouTube que j'ai tourné mardi dernier. Donc je peux enfin vous dire officiellement que ça verra le jour et je suis trop content. Ça fait 2 ans que cette idée germe dans ma tête sans moyens financiers et techniques de pouvoir la réaliser. Aujourd'hui j'ai trouvé les personnes avec qui pouvoir le faire, donc je suis tellement heureux, tellement content. Donc j'ai hâte que vous voyez ça, j'espère que ça va vous plaire. C'est totalement dans l'ADN de la chaîne et dans ce que vous devriez aimer, donc je me fais pas trop de soucis. Mais voilà, pour moi ça va être le gros projet de cette chaîne. Ça va être aussi... Ça va pas être un changement radical, hein, je vous rassure, je vais continuer à faire ce que je fais parce que j'adore vous raconter des histoires, j'adore faire du décryptage et tout. Mais ça va être une autre facette peut-être de ma chaîne. Vous allez peut-être apprendre des choses, voir d'autres personnes et surtout ça va être ultra divertissant. Enfin, ça reste du divertissement tout en apprenant des choses. Bref, j'arrête de vous teaser, de vous dire trop de choses parce que ça reste complètement flou, mais je vais bientôt le teaser un peu sur les réseaux sociaux et puis... j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, ça va être trop bien. Encore une fois, un grand merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt, prenez soin de vous. Ciao!